Friedrich Wilhelm Murnau fut l'un des cinéastes les plus influents des années 1920 et son héritage perdure encore. Révélé aux yeux du grand public grâce à son classique Nosferatu en 1922, il réalisa plusieurs autres films majeurs de l'époque tels que Faust, une légende allemande, L'Aurore et le film dont il est question ici, Le Dernier des Hommes, réalisé en 1924. Le Dernier des Hommes est un joyau du cinéma muet, figurant parmi les plus novateurs de l'époque, les plus modernes mais également les plus beaux. Exclusivement réalisé en studio, Murnau aura l'entière maîtrise des décors, des lumières et des mouvements de caméra, ce qui permettra entre autres au film d'avoir une esthétique en confluent entre l'expressionnisme et le Kammerspiel, deux courants marquants dans le cinéma allemand. On retiendra la formidable prestation d'Emil Jennings dans le rôle d'un portier, grand acteur de l'époque et surtout futur lauréat du premier Oscar du meilleur acteur quelques années plus tard. Donc, ce film nous présente un portier, dont on ne connaîtra par ailleurs jamais le nom, du Grand Hôtel Atlantique. Celui-ci adore son travail, lui donnant le sentiment d'être utile, en lui permettant surtout de revêtir une tenue remarquable qui lui plaît d'aborder en public. C'est ce qui fait sa fierté. Mais malheureusement, l'âge avançant, ses capacités sont remises en question et il est remplacé sans préavis par le patron de l'hôtel. S'ensuit alors une descente aux enfers, où le portier est relégué aux toilettes de l'hôtel, ignoré des clients et rayé par ses voisins, alors que le mariage de sa fille approche. Dans cet extrait d'environ 4 minutes 30, aussi appelé scène de rêverie, nous allons interpréter les idées de mise en scène et de cadrage qui se trouvent dans 17 plans différents. Les informations en rapport avec le découpage technique se situeront à la gauche de l'extrait dans l'ordre suivant. Le numéro de plan, le type de cadrage utilisé, une courte description de ce qui se passe à l'image, le type de mouvement de caméra, lorsqu'il y en a un, et le type de raccord avec le plan précédent. Mais avant tout, replaçons cet extrait dans son contexte. Alors que le vieil homme a été rétrogradé de son rang à l'hôtel, celui-ci est parti récupérer sa veste dans la nuit. Quand celui-ci rentre chez lui, la fête a lieu en l'honneur du mariage. Après une soirée bien agitée et surtout bien hydratée, comme on peut le voir juste là, l'homme commence à rêvasser, enivré par l'alcool et la fatigue. Notre séquence commence sur deux personnages dans une cour d'immeuble. Ils titubent, forcément à cause de la soirée, et l'un des deux personnages joue de la trompette. Il n'y a pour l'instant pas vraiment d'interprétation à avoir hormis le fait qu'il soit au centre de l'image. Puis l'introduction en gros plan du joueur de trompette. C'est à partir de maintenant que les choses deviennent intéressantes. À l'aide du gros plan sur le musicien, la trompette va prendre la place de son visage et devenir un insert. Et je crois que c'est le moment d'une petite définition. Un insert est généralement un très gros plan sur un objet qui va impacter l'élément narratif. Ici notre trompette, du moins le son, va permettre de bercer le portier tout le long de la séquence. La caméra s'élève grâce à un travelling arrière, nous faisant ainsi voyager avec le son sortant de la trompette jusqu'à la fenêtre du portier quelques étages plus haut. D'où cette idée de cadrage en plongée sur les personnages. Le raccord dans l'axe rapproche la trompette et sa mélodie de l'homme. Ainsi, la mise en scène permet au spectateur de faire le lien entre la musique émise par l'instrument passant par la fenêtre ouverte à droite du cadre et le personnage. Celui-ci semble d'ailleurs réceptif à la mélodie car il a une réaction comique et légère. Nous avons par la suite un effet de cache en forme de rond sur l'image qui permet d'isoler le musicien et son acolyte, telle la vision un peu masquée, due à l'alcool on le rappelle, du portier qui tente de se concentrer. Ce cache fait par ailleurs écho à l'insert au pavillon de la trompette. Cela inscrit encore plus la mélodie de l'instrument dans l'esprit de l'homme, et la présence du cache vient aussi souligner le but de guider le spectateur vers ce qui fera l'intérêt de la scène, la construction d'un rêve à partir de son inconscient et des éléments de la réalité. Sur ce plan, le portier danse ou titube à savoir et s'assoit sur une chaise. Il est au centre de l'image, entre la fenêtre ouverte et la table remplie de bouteilles vides, donc à mi-chemin entre la dure réalité et le rêve qui arrive. Puis, alors que ce dernier reste assis, les murs de l'appartement font semblant de défiler autour de lui. Lorsque sa tête tangue à gauche, le décor part sur sa gauche, même chose vers la droite. Là aussi, la mise en scène permet au spectateur de se mettre dans sa tête et de comprendre que l'homme se met à rêvasser, se laissant emporter dans son sommeil. Le fait que ce dernier reste immobile face à la caméra, tandis que le décor semble se mouvoir, crée un effet de danse entraînant le spectateur avec Jennings dans cette valse qui va le conduire dans la pensée orinique et alcoolisée du personnage. Nous continuons avec l'enchaînement d'un gros plan, d'un plan subjectif, et d'un retour sur ce gros plan avec toujours cet effet de cache en rond dans l'image. L'effet désiré est toujours le même, soulignant peut-être un peu trop le processus mis en place par le réalisateur, mais sans doute nécessaire pour les spectateurs de l'époque. Nous sommes en 1924, rappelons-le. Le plus important dans cet enchaînement reste l'utilisation du plan subjectif, qui rend le spectateur témoin direct de la rêverie qui s'amorce. La transition entre la réalité et le rêve se fait à ce moment précis. Nous avons un plan sur la trompette avec un fondu flou et blanc. L'esprit s'embrume. Puis un gros plan, le visage de l'homme qui s'endort peu à peu. La porte qui est arrivée en surimpression suit la même verticalité que le haut du visage de l'homme, signifiant que tout ça n'est que dans sa tête, son cerveau, ses yeux, son esprit.
Ainsi, ce qui va suivre découle directement de son inconscient, allant même jusqu'à jouer le rôle de rêve compensatoire à la réalité, d'où la légère contre-plongée qui, comme on le verra après, montre que le portier veut se croire supérieur aux autres, plus important. La caméra qui se rapproche de l'homme grâce au travelling avant rappelle bien entendu le premier travelling vu dans la séquence, mais également les précédents mouvements de ce type dans le film. Mais l'aviez-vous remarqué? Le cache-noir en rond, ces mouvements de valse qui forment presque des cercles, et maintenant l'utilisation des mêmes mouvements de caméra. À ce moment-là, le film évoque clairement une idée. Ce symbole de rond a la symbolique cyclique parce que tout se répète. Les rêves ne sont que le résultat des souvenirs et des impressions de la vie consciente. Et cette idée, on la verra plus tard, se retrouvant tout au long de cette séquence. À la fin du travelling, l'homme nous apparaît suivant les lignes verticales de la porte pour accentuer encore plus l'impression de grandeur du personnage. Il regarde au loin, et le contre-champ laisse apercevoir 6 vieux portiers ayant du mal à soulever une valise. Mention spéciale au chauffeur qui arrive à rester stoïque malgré la situation qui se passe à côté de lui. Le personnage de Jennings, arborant son beau manteau, arrive de façon quasi théâtrale par la gauche du cadre et soulève la valise d'une main d'une force herculéenne devant des portiers abasourdis. L'apparition de ces portiers se fait dans un éclat de lumière. Ils naissent dans l'ombre, tels des démons aux yeux de leur apparence automatique, voire cadavérique. En fait, ils n'existent que quand l'homme porte son attention sur eux. Ils n'existent que par lui et pour lui. Peut-être sont-ils la caricature que le portier se fait de lui-même? Tout ceci se déroule dans un décor où les ombres sont marquées par de fortes diagonales et avec un mouvement d'ombre cyclique tel une hélice qui tourne sur le mur arrière, rappelant la porte, liant directement l'image à ce qui précède, mais aussi à ce qui va suivre, toujours dans cette idée de cycle. Notre portier sort de la scène en se rapprochant de la caméra, le faisant devenir aux yeux des spectateurs de plus en plus imposant. Et alors que les 6 hommes restent tétanisés face à l'exploit de notre portier, un effet optique très flou mène à la dernière partie de cette scène. Comme dans un rêve, la continuité temporelle et spatiale n'est pas respectée et la suite des actions n'est pas continue. Nous apercevons les battants de la porte qui tournent en biais, les diagonales sont toujours présentes, et des silhouettes au loin. La caméra franchit la porte, puis va découvrir toute la scène et les gens qui la composent. Et stop! C'est le moment du petit point historique. Murnau développe pour ce film, avec son directeur de la photographie Karl Freund, la technique révolutionnaire de la caméra déchaînée. Une sorte de caméra légère embarquée sur harnais ou sur support mobile, l'ancêtre de la Steadicam ou du dolly, permettant ainsi des mouvements plus variés. Pour la première fois de l'histoire du cinéma, la caméra peut se faufiler partout, comme franchir des portes, monter des escaliers, passer entre les fenêtres ou même suivre des personnages. Mais bref, reprenons. La caméra franchit la porte, puis va parcourir toute la scène et les gens qui la composent. Avec l'effet optique, il est difficile d'en distinguer leur visage et leurs origines. Dans ce plan séquence, long pour l'époque, l'homme se donne en spectacle en lançant la valise en l'air avant de la rattraper. Là aussi, le trucage au passage magnifique corde participe à l'onirisme et crée un effet comique. Mais l'effet comique cache un constat dramatique. Ce qui est important ici, ce n'est pas la puissance du portier, mais le regard que les gens portent sur lui. Il n'existe que par eux. Le portier, en rêvant, se regarde être aimé et respecté par tous ces gens, ceux de son hôtel, comme on peut le voir attablé, mais aussi ceux de son quartier modeste, dans les bâtiments et aux fenêtres. Le rêve compensatoire naît à partir de la fusion de ces deux éléments primordiaux pour la vie de l'homme, son quartier et l'hôtel, rendant par ailleurs un résultat très étrange avec des tables dans la rue, mais bon, c'est un rêve. C'est bien de l'assemblage de tous les éléments antérieurs à la scène que les spectateurs comprennent la portée du drame que vit l'homme dans ce rêve. Finalement, la scène se conclut quand le jour de trompette apparaît. On peut le voir juste là, ce qui va provoquer un fondu et un retour à la réalité quand la fenêtre se ferme. Le rêve se finit de la même manière qu'elle a commencé, la boucle est bouclée. On remarquera une dernière chose, sur ce plan, l'homme est légèrement sur la droite, or tout du long de l'extrait, il était au centre de son rêve, mais aussi au centre de votre attention. Et n'est-ce pas là ce qu'il voulait ?